Donc re-bienvenue à tous à ce webinaire SEO, comme je le disais. Alors, avant de commencer, je vais peut-être rapidement présenter notre association. Donc, Rémi, si tu peux juste aller à la slide, voilà, à la slide juste après. Voilà. Alors, oui, petite introduction rapide sur notre association. Comme je le disais, donc nous, en fait, on s'occupe principalement donc des acteurs du changement qui partagent l'une de nos trois causes, que sont la durabilité, la résilience ainsi que la justice sociale. Et donc, notre mission, effectivement, c'est d'accompagner ces acteurs du changement afin de les aider à développer leur visibilité sur les moteurs de recherche. Donc, comment on procède? Alors, on a 3 champs d'action pour procéder. Rémi, si tu peux aller juste voilà, parfait, là, à cette Mhm. slide-là. On a 3 champs d'action que sont la boîte à outils. Donc, via la boîte à outils, on va donner pas mal d'articles, de contenus, de formations comme ce type de webinaire. Ça rentre dans notre boîte à outils pour pouvoir un petit peu aider voilà, les acteurs du changement, les acteurs de l'ESS qui n'ont pas forcément les compétences en référencement. Donc voilà, pour vous aider finalement à être un petit peu plus autonome. Donc, pas mal d'articles, de formations, de vidéos. N'hésitez pas à la consulter. Ensuite, on va avoir les services qu'on propose en référencement. Donc ça, c'est plutôt pour les acteurs qui n'ont pas forcément les compétences en interne ou le temps d'ailleurs. Donc, on a la partie services en référencement payant et ad grants, donc les associations qui peuvent bénéficier de 10 000 $ de bourse via le programme Google Ad Grants pour générer des annonces sur le réseau de recherche de Google. On a bien effectivement nos experts en référencement SEO, donc Rémi qui est là parmi nous, qui fait partie de notre équipe SEO. Donc là, c'est voilà, optimiser vos sites pour le référencement naturel. Et puis enfin, on va avoir la partie lobby citoyen. Donc c'est un projet qui est un petit peu en pause actuellement, mais par lequel en fait on essaye de mettre plus de justice au sein des moteurs de recherche et par lequel on essaie d'avoir des échanges avec les moteurs de recherche eux-mêmes pour qu'ils puissent mettre un petit peu plus de justice et donner plus de poids en fait aux petits acteurs plutôt que des grands acteurs très lucratifs, et bien qu'on puisse avoir par exemple des filtres en fait sur les moteurs de recherche qui permettraient de pouvoir filtrer pour avoir seulement les petits acteurs spécialisés en seconde main par exemple plutôt que les gros acteurs. Donc voilà, c'est nos trois domaines d'expertise. Et puis bien sûr, hein, ce webinaire, il rentre dans le cadre de la boîte à outils. Voilà, je vous ai tout dit. Donc écoutez, Rémi, je te laisse le micro pour présenter ton petit webinaire. Merci à tous. Ok, super, merci Megan pour cette présentation. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Rémi, très content d'être ici aujourd'hui pour faire ce webinaire avec vous. On va parler de SEO, on va aussi parler de SEO international. Juste avant, je voulais vous rappeler en fait un petit peu mon profil. Moi, je suis économiste à la base, je suis passionné de technologie, je suis passionné de stratégie et tout ça, ça m'a amené à devenir avec le temps expert SEO. Donc, je travaille en tant qu'expert SEO à La Réponse. Et voilà, je cumule un petit peu ces deux compétences. Aujourd'hui, on va parler de sites web internationaux, on va parler de choix de nom de domaine, on va parler de configuration de sites web internationaux. Donc, on va rentrer en détail sur ces éléments-là, mais avant, je voulais revenir un petit peu sur la base. Et parce qu'il y a peut-être des gens qui sont très débutants sur ces thématiques avec nous, et donc c'est pour pas les exclure et revenir un petit peu sur les définitions de base. En fait, le SEO signifie Search Engine Optimization. Ça veut dire optimisation de votre site sur les moteurs de recherche. Donc ici, on a Google sous les yeux, mais c'est la même chose en fait. Si on regarde Bing, DuckDuckGo ou d'autres moteurs, c'est juste que Google aujourd'hui s'accapare plus de 90% des parts de marché. Donc en fait, et c'est aussi le moteur de recherche le plus adapté, le plus avancé de tous. Pardon. Donc en fait, il est complexe à dompter si on veut apparaître dans les premiers résultats. Mais si on fait bien les choses pour Google, ensuite c'est assez simple de répliquer les résultats sur les autres moteurs de recherche qui se partagent des miettes. Je préfère le rappeler parce que
Parce que voilà, malheureusement, on aimerait pouvoir avoir plus de diversité à ce niveau-là, mais non, Google encore et toujours domine le marché. Donc, vous avez sous les yeux un résultat qui a été fait sur une requête quelconque. Ici, on a tapé juste le mot basket converse et on voit qu'il y a plusieurs résultats qui apparaissent et je voulais un petit peu éclaircir tout ça. Ce qui apparaît dans le cadre jaune, en fait, ce sont des publicités. Ce sont des entreprises qui ont payé via la plateforme Google Ads ou des ONG qui ont un compte via Google Ads Grants. Donc, on a à ce niveau-là les 3 premiers liens. D'ailleurs, on le voit, il y a écrit annonce, un espace qui est dédié à la publicité pour apparaître sur Google. C'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui. Cette partie-là s'appelle le SEA. D'accord? À droite, c'est pareil pour Google Shopping, c'est notre système d'affichage publicitaire, mais ça reste des pubs. Puis on le voit ici, c'est écrit lien commercial. Donc, cela ne va pas concerner la réunion d'aujourd'hui. Par contre, en bleu, ici, on a les résultats qui sont dits naturels, c'est-à-dire les sites qui apparaissent grâce à un SEO bien développé. Les résultats naturels ne payent pas pour être là. Ce sont juste des sites qui sont, d'après Google, de qualité. Et par rapport à la requête qui a été tapée, donc ici Basket Converse, ce sont les sites qui sont le plus susceptibles de donner les meilleures réponses aux utilisateurs et les meilleurs éléments de contenu qui puissent plaire aux utilisateurs. Donc, bien évidemment, apparaître dans le cadre bleu est plus difficile, ça prend du temps, mais quand on y est, on est aussi plus légitime. Et quand on y est, on peut espérer obtenir des clics gratuits puisqu'on n'est pas passé par des plateformes de gestion de publicité comme Google Ads ou autres. Donc, j'ai envie de dire, pour apparaître en SEO, il faut investir en SEO, développer une stratégie avec des experts, etc. Mais une fois que c'est implémenté, une fois que votre site est live avec tout cela déployé, ben, sur le moyen terme ou sur le long terme, c'est censé être que du positif pour vous parce que vous devriez pouvoir apparaître dans les premiers résultats. Ça va dépendre du niveau de concurrence, bien évidemment, avec les autres sites qui sont dans le jeu avec vous, dans cette compétition-là. Mais dans le cadre des associations, des ONG, des acteurs à impact, on voit que de manière générale, la concurrence est assez faible. Donc, ça peut être vraiment une piste d'opportunité très intéressante. On va parler aujourd'hui de la création de sites Internet, de choix de nom de domaine, etc. Et justement, ces éléments-là sont des éléments importants dans le cadre d'une stratégie SEO plus complète et plus complexe aussi. Voilà. Donc, quand on parle de créer un site web international, on traite souvent la thématique de est-ce que je dois faire un site pensé par langue, et dans ce cas-là, on va appeler ça multilingual, ou est-ce que je dois penser mon site avec des sections par pays? Et là, on va parler de multirégional. C'est une des premières réflexions qu'on a. Celle-là, elle est évidente. Mais en fait, il faut se poser beaucoup plus de questions que seulement celle-là. C'est pourquoi immédiatement, quand on me parle de créer un site web international ou de faire la refonte d'un site web international, avant de parler webmaster, création de site, avant de parler SEO, on fait un énorme zoom en arrière et on va sur la partie études de marché. Et c'est là où j'utilise en général mes talents d'économiste et de développement d'activité. Pourquoi? Parce qu'il faut se rappeler toujours que notre site Internet est en fait une réplique de ce qu'on fait dans la réalité. C'est une réplique digitale. Donc, il faut que notre site Internet soit à l'image de l'entreprise que l'on a, de l'ONG que l'on a, de l'activité que l'on a et de comment on fonctionne au niveau national et international. D'accord? Donc, avant de réfléchir à comment je vais créer mon site, mon nom de domaine, l'organisation de mon contenu, etc., il faut vraiment faire un pas en arrière et se pencher sur une étude de marché telle qu'on la ferait pour n'importe quelle activité de type entreprise ou autre. Donc, bien évidemment, on se pose toujours les questions qui je suis en tant qu'entité, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je propose, des produits, des services, où est-ce que je suis, pourquoi je fais ça, etc., etc. Se poser ces questions-là permettent de mieux contrôler son offre, comment on va se présenter,
comment on va pouvoir livrer ce que l'on propose. Alors, bien évidemment, il y a une logique plus complexe avec les produits qu'avec les services, mais on va vraiment avoir besoin de faire un point sur ça, connaître les limites de son activité et surtout tous les endroits où on peut venir livrer son service, il va falloir les lister et les prendre en compte. D'accord? Si je suis en France et que uniquement la France m'intéresse parce que c'est là où il y a mon public, bon, ben, c'est très simple et on n'a pas besoin vraiment de faire un site international pour ça. Mais c'est très important de délimiter que c'est le périmètre en fait de sécurité de notre activité. Si par contre, OK, j'ai un produit ou un service qui est français, mais qui est davantage, qui a davantage pour cible la francophonie, là, c'est différent parce que à l'intérieur de ma stratégie, je vais pouvoir inclure, par exemple, la Suisse, je vais pouvoir inclure la Belgique, je vais pouvoir inclure beaucoup d'autres pays, le Québec, etc. Donc là, bien que je sois sur le français, je suis déjà en train de partir à l'international. Et c'est intéressant, il faut le savoir, il faut faire un listing de ces pays et ensuite réfléchir à qu'est-ce que l'on va pouvoir offrir, soit en français par pays. C'est là où on va venir juste après sur une notion un peu plus complexe. Mais d'entrée de jeu, faites une analyse qui permet de vraiment cerner votre activité. Ensuite, posez-vous la question de est-ce que ce que je fais est vraiment français ou pas? Ou est-ce que c'est plutôt générique? Est-ce que l'activité qu'on a est bien franco-française ou générique et facilement exportable? Et ça va aussi être un élément très, très important parce qu'on va le voir un tout petit peu plus loin dans la conférence. Mais si je fais vraiment un truc franco-français, peut-être qu'envisager un point .fr dans mon nom de domaine peut être intéressant parce qu'il envoie un signal très fort à Google comme quoi ce que je fais, c'est en France et c'est pour la France. Donc, ça aussi, c'est une question qu'on se pose. Peut-être que si on vise la francophonie, peut-être qu'il vaut mieux avoir un site plus générique pour pouvoir ensuite être exporté plus facilement d'un point de vue digital vers ces pays-là. Donc ça, c'est aussi un point important à déterminer. Voilà. Est-ce que je dois mettre en place une offre personnalisée par pays? Ça, c'est aussi une des réflexions que l'on doit avoir, notamment si on propose des produits plutôt que des services. Pourquoi? Parce que très souvent, il y a des services dématérialisés et par exemple, si j'ai un livre électronique, si quelqu'un me l'achète au Québec, en Suisse ou autre, cela ne va pas être un problème puisque la personne paye, un bouton pour télécharger, etc. Aucun souci par rapport à ça. Si par contre j'ai un produit, eh bien évidemment, si j'envisage de le vendre dans d'autres pays, il va me falloir me poser des questions. Quelle est la loi dans ces pays en question? Comment je vais acheminer mon produit en question jusqu'à l'utilisateur qui l'a acheté? Comment je passer les frontières avec mon pays si je suis avec mon produit? Si je suis en Europe, bon, il y a une libre circulation des hommes et des marchandises. Mais si c'est au-delà de l'Europe, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des régulations, etc., etc. Donc ça fait partie aussi des questions que l'on doit se poser. Il faut savoir aussi que c'est pas la même chose, et je vais le montrer juste après avec une autre diapositive, c'est pas la même chose de créer un site en France et de le traduire dans toutes les langues et qu'on puisse le consulter de n'importe où dans le monde de cette manière-là. Ce n'est pas la même chose que d'avoir un site par pays. Voilà. Si je vais sur le site français, hop, j'ai un site en français. Si je vais sur le site en espagnol, j'ai un site en espagnol, mais avec un contenu différent. Si on fait ça, c'est bien évidemment dans certains cas beaucoup plus intéressant parce qu'avec le site français, on va pouvoir s'adresser aux Français. Avec le site espagnol, on va pouvoir s'adresser aux Espagnols, mais on va aussi pouvoir déployer une offre, une présentation du contenu différent et donc être 100% optimisé pour le pays concerné. Donc ça explique, et on va le voir que au niveau technique, ça peut être plus complet, ça peut demander un travail beaucoup plus important à fournir, mais d'un point de vue efficacité, on va aller beaucoup plus loin et on va être beaucoup plus impactant auprès de nos utilisateurs. Donc ça aussi, c'est un élément à prendre en compte.
quel niveau de difficulté je suis prêt à assumer dans le développement de mon site internet, quel budget j'ai, quelle est la portée de mon message. Toutes ces questions-là qui sont relatives à une étude de marché vont être très importantes à se poser avant de passer à l'acte d'un point de vue création et développement de site internet. Voilà, ça c'est aussi un point que j'ai traité tout à l'heure, mais d'un point de vue logistique, comment ça se passe? Si on achète mon produit au Portugal, est-ce que j'ai du stock au Portugal? Est-ce que c'est facile de livrer au Portugal? Est-ce que les délais vont pas être trop longs, etc., etc. Comment ça se passe? Si quelqu'un commande un produit sur le site que j'ai développé au Portugal, alors que c'est un Français qui est en France, comment je le gère? Bon, bien évidemment, il va falloir se poser toutes ces questions-là. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident. Donc, des fois, nous recommandons de se rapprocher d'experts pour vraiment se poser les bonnes questions, pour vraiment bien créer un bon cahier des charges, mettre des limites à tout ce que l'on doit faire. Et mieux on s'organise en amont, et plus la suite est facile, fluide, et a des chances d'aboutir de manière très positive. Voilà. Donc ici, je vous remontre un petit peu, je pense que c'est important d'avoir un visuel pour comprendre, mais si on fait du multilingual, c'est-à-dire qu'on crée un site en France et on va le décliner dans toutes les langues, c'est un peu ça qui va se passer. Voilà, mon site va être en France, je vais l'avoir sur mes serveurs en France, il sera disponible partout dans le monde. Et si on se connecte depuis l'Espagne, l'Irlande ou l'Angleterre, etc., on va pouvoir aller sur mon site, mais bien évidemment, ça va être un anglais générique ou un espagnol générique, mais ça va pas être 100% pensé pour le pays en question. Donc, on a un site internet international qui fait le travail, mais on ne va pas aller plus loin que cela. On reste sur des langues génériques. Par contre, si on fait ce que l'on appelle du multirégional, c'est-à-dire une offre différente par pays, qui va nous permettre de beaucoup plus nous adapter à chacun des pays où on va être présent, ben, ça va plutôt ressembler à ça. Les smileys que vous voyez sur la carte, en fait, ce sont les différents sites que l'on a déployés. Chaque site a son propre contenu. Et bien évidemment, si on a un Finlandais qui se connecte sur notre site finlandais, ben, il aura non seulement le site directement en finlandais, donc très facile d'accès pour lui, mais aussi une offre 100% pensée pour le marché finlandais. Donc, il sera aussi beaucoup plus content d'avoir ça, puisqu'il y aura par exemple certains produits ou services qui ne seront pas présents parce qu'on n'est pas en mesure de le livrer pour cette destination-là. Donc, vraiment, on peut avoir une offre, un contenu pensé pour ce pays-là. Même chose pour la Suède, même chose pour l'Irlande, pour le Portugal, etc., etc. Donc, voici la différence entre les deux. Et c'est là où on a un nouveau concept qui apparaît, qui est celui de la traduction ou de la trad création. Qu'est-ce que ça veut dire trad création? Ben, en fait, la traduction, c'est assez simple. On a tout notre site en français. On va le traduire dans les autres langues de façon générique. On va le traduire en anglais générique, en espagnol générique, etc. Donc, en fait, on passe par des traducteurs assermentés ou on passe par des logiciels, etc. Et on fait ces différentes versions du site. Mais est-ce que ça va fonctionner ou pas? Oui, ça va fonctionner, mais ça va fonctionner à un 85% du meilleur résultat qu'on pourrait avoir. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, on va rendre notre site compréhensible dans ces autres langues-là. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on a fait tout ce que l'on pouvait faire avec ces différentes langues-là et ces différents pays-là. Et c'est là où le concept de trad création arrive, c'est-à-dire que la trad création, en fait, c'est de la traduction, mais jusqu'à un certain point, parce qu'après, il faut créer quelque chose de nouveau. On sait des fois que dans d'autres langues, on peut avoir 5 mots pour dire un seul et unique mot en français. Donc, et ça, on a besoin de l'identifier et de le comprendre. Donc, sur cette langue-là, on va peut-être devoir améliorer sa sémantique, l'enrichir pour couvrir les éléments qui nous manquent. Et c'est là où, en faisant de la trad création, on peut aller beaucoup plus loin. On peut aller beaucoup plus loin. Si on se rend compte qu'en Espagne, par exemple, ils ont des comportements avec l'utilisation de notre service ou produit qui est différent du comportement que nous, on a en France, par exemple, ça peut être très intéressant aussi.
Si en France, par exemple, on vend une voiture, la voiture doit faire épreuve à tout type de climat, chaud, froid, neige, etc., ce sont des arguments qu'on va mettre en avant pour vendre sa voiture. Si par contre la même voiture est commercialisée au Maroc, bien évidemment, on ne va pas avoir le problème de l'hiver, de la neige, etc. Donc peut-être qu'on va vanter les mérites que ce véhicule justement résiste mieux à la chaleur, au climat, au soleil, ça ne changera pas la couleur du véhicule, etc., etc. Donc on voit que c'est vraiment différent, on va beaucoup plus loin dans la trad création, puisqu'on va essayer vraiment de se poser beaucoup plus de questions au niveau local et géolocalisation. On va essayer d'aller beaucoup plus loin. Voilà, encore une fois, il faut faire une étude de marché pour pas se rater. Il faut aussi bien maîtriser son vocabulaire professionnel. Quand on fait des accompagnements en SEO avec la réponse, un des premiers modules que l'on fait, et c'est bien évidemment indispensable, c'est le module stratégie mots-clés. Pourquoi? Parce qu'il faut connaître les mots-clés qui sont importants pour votre activité, il faut connaître la sémantique, il faut connaître les habitudes des utilisateurs et maîtriser tout cela. Je le dis souvent dans d'autres conférences, où on parle beaucoup plus de SEO technique et de stratégie. Google, en fait, quand il visite votre site pour le positionner ensuite dans les résultats, ne peut comprendre que trois choses. Les mots-clés, les images et les vidéos. Ce sont les trois éléments d'ailleurs qui constituent n'importe quelle page Internet. Et il n'y a que ces trois éléments-là. Et les images et les vidéos, ce sont des connus assez limités et qu'il a encore un tout petit peu de mal à comprendre, même si ça s'améliore avec l'arrivée des IA. Mais les mots-clés, les phrases, là, pour le coup, c'est quelque chose de 100% maîtrisé. Donc, si vous arrivez avec un site avec une bonne sémantique, avec une bonne stratégie d'implémentation de mots-clés, vous allez vraiment caresser l'algorithme de Google dans le sens du poil et ça va vraiment vous être bénéfique pour obtenir de bons résultats en termes de visibilité. Donc, la sémantique, c'est fondamental, le vocabulaire professionnel aussi, et il vous faut absolument maîtriser tout ça. Vérifiez aussi la qualité des traductions qu'on a. Là, dans plusieurs cas, il y a des situations qui m'ont fait sourire, mais par exemple, il n'y a pas de meilleur exemple que le popcorn. J'ai bien aimé ce cas de figure. En fait, le popcorn, c'est un mot anglais, mais vous voyez, on l'utilise en France. Et je pense pas qu'il y ait d'équivalent en français. Par contre, si on passe le mot, d'ailleurs, mettez-le dans le chat si vous pensez que je me trompe, ça m'intéresse. Mais le popcorn, d'ailleurs, quand on le passe à l'espagnol, ben, on peut avoir un terme différent par pays. C'est assez affolant, mais je travaille beaucoup avec l'Amérique latine. Et par exemple, en Argentine, on dit pochoclo. Dans le nord de l'Amérique latine, on va dire candil. Il va y avoir palomitas aussi, je crois qu'on dit au Venezuela. Donc, on voit qu'il y a un terme différent pour chaque pays, alors qu'on parle de la même chose. Et ça, c'est le genre de choses qu'il faut maîtriser pour pas avoir des messages qui sont un petit peu à côté de la plaque avec notre cible et qui pourraient bien évidemment avoir des répercussions sur nos conversions, c'est-à-dire sur nos ventes, sur les actions qu'on essaye d'obtenir via notre site Internet, les objectifs de notre site Internet. Très souvent, pour les ONG ou les entreprises de l'ESS, c'est une inscription à la newsletter. C'est un don qui peut être fait, c'est une demande d'adhésion, etc. Donc ça, ce sont des exemples de conversion et votre site doit tout faire pour obtenir ces conversions-là. Donc bien évidemment, si on a un vocabulaire qui est mal maîtrisé ou des traductions qui ne sont pas bien faites, ben, on se met des bâtons dans les roues pour obtenir ces objectifs. Donc voilà, il faut le vérifier. Vérifier si la langue en question n'a pas de nouveaux mots. Là, je venais de vous donner un exemple aussi avec le popcorn. Il y en a d'autres. Par exemple, dans le cas de la création d'une plateforme de réservation de taxis pour les aéroports, ben, on s'était rendu compte que, pareil, en Argentine, il y avait le mot taxi, il y avait le mot voiture avec chauffeur, etc. Enfin, le vocabulaire classique. Et en Argentine, il y avait un mot en plus qui n'existait qu'en Argentine et qui était le remis.
Le remis, en fait, c'est comme un synonyme de taxi, en fait. C'est un taxi privé, c'est un indépendant qui le conduit, etc. Bon, c'est pas non plus un VTC. Bon, ce terme-là, il était très, très important pour le marché argentin. Et en fait, on se rend compte qu'il n'existe qu'en Argentine. Donc, si on a bien fait son étude de marché en amont, on le sait et on passera pas à côté de la plaque. Si par contre, ça n'a pas été fait, bon, on peut se perdre ce mot-là. On peut se perdre tous les volumes de recherche qui sont associés et c'est du trafic en moins pour le site, des chances de conversion en moins pour le site. Donc, c'est quand même dommage. Il faut bien cerner tout ça en amont. Voilà, vérifier la stratégie de mots-clés SEO, je vous en ai parlé. C'est très important de dédier un temps à cet élément-là quand on met en place une stratégie SEO. Il faut bosser ses mots-clés, il faut bosser son vocabulaire, il faut bosser sa sémantique. Voilà. Il y a aussi parfois du jargon local. Bon, ça va dans la logique de tout ce que je viens de dire. Donc, si vous envisagez de présenter votre offre en Espagne, essayez de parler avec des Espagnols pour bien maîtriser le truc et voir comment ils chercheraient eux dans leur propre pays. Si vous envisagez de vous développer au Portugal, faites la même chose avec des Portugais, etc., etc. Il existe aussi des professionnels qui sont experts du management interculturel ou des offres interculturelles. Leur métier consiste justement à faire en sorte que ces étapes-là se passent bien. Donc, encore une fois, pensez à passer par des professionnels en fonction de ce que vous voulez faire et comment vous voulez le développer. Voilà. Les noms de domaine, CCTLD, sous-domaine et répertoire. Alors là, on avance un peu plus dans le technique. On a terminé l'étape réflexion, étude de marché, comment je vais m'y prendre, délimitation de mon activité, etc. Et on va dans le concret. J'envisage de créer mon site internet ou peut-être de faire une refonte s'il est déjà en ligne. Et par contre, les résultats sont pas au rendez-vous. Donc, une des premières étapes sur laquelle on va réfléchir, ce sont les noms de domaine. Voilà, si on n'a pas ça, on peut pas construire de site internet. Donc, c'est une étape clé. Et on va voir que les répercussions sont hyper importantes. Donc, il faut pas le prendre à la légère, ce sujet. Et ensuite, quand on a son nom de domaine, qu'on est sur le point de développer son site sur ce nom de domaine-là, bien évidemment, quand on a un site international, il faut réfléchir pendant quelques minutes, voire plusieurs heures, de comment on va organiser le contenu. Où est-ce que je vais mettre mon contenu en français? Où est-ce que je vais mettre mon contenu en anglais, en espagnol, etc., etc. Et c'est là où rentre en jeu la logique de sous-domaine et répertoire. Donc, on va en parler ensemble. Petit zoom sur ce qu'est une URL pour un site internet. Alors, on l'utilise tous les jours, on sait très bien ce que c'est, www.monong.org. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est cet élément-là? Ici, on revient sur les bases. N'importe quel site internet est composé d'une URL qu'on voit ici. Donc, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais c'est à gauche. On voit une URL complète. En fait, dans cette URL, il y a plusieurs éléments. Il y a le préfixe qu'on appelle, qui est le protocole Internet. Bon, c'est très technique et c'est pareil pour tout le monde. C'est HTTPS. Là, sur l'exemple que je vous mets à l'écran, c'est le HTTP, c'est la vieille version, c'est non sécurisé. Par contre, en 2024, il faut que tout le monde ait du HTTPS sécurisé, donc c'est important. C'est le protocole technique, ok, on n'a pas grand-chose de plus à dire là-dessus. Vient ensuite les 3W, alors c'est la partie que l'on appelle le sous-domaine. Dans la majorité des cas, il y a les 3W, mais il faut savoir aussi qu'on peut créer d'autres choses à la place de ces 3W-là, donc on va en parler juste après. Vient ensuite le nom de domaine, qui est en fait très souvent ma marque ou le nom de mon entité. Donc, dans le cas de la réponse, justement, c'est la réponse, le nom de domaine. Et puis, l'extension, c'est là où on va pouvoir voir du .com, .net, .fr, .de, etc., etc. L'extension du nom de domaine est très importante et peut avoir beaucoup de poids dans ce que ça va générer comme conséquence. Donc, c'est sur ça que j'aimerais que l'on fasse un zoom dans les minutes qui suivent. Pourquoi? Parce il faut savoir qu'il existe des extensions de domaine qui sont génériques. Le .com, c'est du générique. Le .net, c'est du générique. Le .org aussi, etc., etc. Il en existe plusieurs. Donc, ces extensions-là qui sont génériques vont nous permettre de ne pas être associés à un pays et donc d'être un petit peu neutre à ce niveau-là pour ensuite
pouvoir déployer une stratégie internationale, idéalement. OK? Je peux très bien avoir un point .com et être en France et me dédier qu'au marché français. C'est absolument pas un problème. Mais au départ, j'ai annoncé que j'étais un site web générique. Il faut bien comprendre ça parce que l'algorithme de Google, Google va comprendre ça immédiatement en lisant si vous avez un .com, .net. Ouais. Si par contre vous mettez un .fr, et on le voit sur la carte que je vous ai mis sous les yeux, le .fr correspond à la France. Donc si mon site c'est monong.fr, j'envoie un signal très fort à Google pour lui dire ce que je fais, c'est en France, c'est en français, c'est pour les Français. Et ce signal-là est tellement fort, en fait, que je vais avoir un bonus pour mon apparition en France. Mais je vais avoir un malus pour les apparitions en dehors de la France. Donc, les conséquences, comme je viens de vous l'expliquer, sont importantes. Même chose avec le .es, c'est pour l'Espagne, le .it, c'est pour l'Italie, etc., etc. Donc, faites attention, si vous mettez une extension de domaine, d'avoir mis quelque chose de correct pour ne pas être pénalisé. Je vois des choses assez amusantes dans ma profession et des fois, ça tourne plutôt mal. Par exemple, si, si un jour on vous demande de créer un site pour la marque Nike, par exemple, basé sur le slogan qui est Just Do It. Okay. Si vous voulez créer ce site sur un nom de domaine et avoir quelque chose de sympa du style justdo.it, en croyant faire un petit joli jeu de mots, un nom de domaine esthétique avec une extension, etc., c'est justdo.it, just do it. Bah, en fait, sans vous en rendre compte, bim, vous positionnez votre site en Italie. Donc, vous allez avoir peut-être un petit problème si tout ce que vous faites ensuite est en français. Donc, faites attention, ça peut avoir des répercussions fortes de faire ce genre d'erreur. Il y a pas très longtemps, j'ai vu aussi une entreprise qui se lançait dans le domaine de l'intelligence artificielle et qui avait trouvé très intéressant le fait d'utiliser une extension de domaine .ai, Artificial Intelligence. Donc, ils avaient mis leur nom, .ai. Et sur le moment, je n'ai pas tilté parce que c'était très nouveau comme extension de domaine. Mais quelques heures après, je me suis dit, il faut absolument que je fasse des recherches et j'ai regardé en détail à quoi correspondait cette extension de domaine, si elle était générique ou pas. Et à ma grande surprise, c'est le nom de domaine des îles Anguilla, Anguilla Island. Donc, ce nom de domaine correspond à des îles qui sont anglaises et qui sont dans les Caraïbes. Et cette entreprise-là, sans le savoir, a géolocalisé son site internet là-bas, son offre là-bas et évidemment son public là-bas. Donc, ça a été une catastrophe et on a pu observer 2 ans de manque de trafic, de trafic nul, en fait, sur leur site internet à cause en partie, hein, ce n'est pas l'unique problème, mais de cette décision-là qui a été une fausse bonne idée, en fait. Donc, c'est pour ça que je voulais absolument vous sensibiliser sur ce point. Je vais vous donner aussi des exemples pour vous aider à comprendre. Ici, alors je suis obligé de passer par des entités qui sont que personnellement je trouve pas hyper sexy. J'aimerais vous mentionner des ONG, j'aimerais vous mentionner des entreprises internationales de l'ESS, etc. Mais c'est très difficile à trouver. Donc, je suis revenu un petit peu sur mes classiques et on va parler de Adidas, on va parler de Facebook, d'autres structures qui, elles, sont présentes sur tous les continents et sur tous les pays. Et ça va vous donner une idée de comment ils s'y sont pris d'un point de vue stratégique. Et donc ici, on a le cas d'Adidas, en fait, et on voit que leur langue et leur contenu ont été divisés par pays, puisque Adidas a fait, par exemple, le choix de gérer les différentes versions de son site avec des extensions de domaine. Donc, on regarde totalement à droite et on voit qu'ils ont créé adidas.fr pour la France, adidas.de pour l'Allemagne, adidas.co.uk pour l'Angleterre, etc., etc. Donc, dans le cas de cette entreprise-là, ils ont décidé de créer plusieurs sites sur différents extensions de domaine pour aller bien au niveau local dans chacun des pays sur lesquels ils sont présents. Bien évidemment,
ça représente un développement technique considérable. Il faut créer un site pour chacun de ces domaines-là. Et d'un point de vue gestion des fichiers du site Internet, des serveurs, etc., ça va être complexe. Mais par contre, Adidas a la taille, a les moyens, et en termes de résultats, c'est la configuration optimale pour eux, tellement ils ont d'offres et de choses à proposer par pays. Donc, ils ont répliqué ça au niveau mondial, et c'est comme ça que Adidas avance. Ils ont choisi l'extension de domaine pour gérer leur contenu linguistique. Dans le cas de Facebook, qui est une autre structure, il a été choisi d'utiliser le sous-domaine. Vous voyez, ici, dans les 3 cas de figure, anglais, français et allemand, en fait, on a toujours le nom de domaine et l'extension de domaine qui sont facebook.com. Et ce que l'on va modifier, c'est ce qu'il y a avant, c'est-à-dire le sous-domaine. Et on va pouvoir utiliser FRFR pour le français de la France. C'est comme ça que ça se configure d'un point de vue technique. On peut ensuite imaginer le français de la Suisse, le français du Québec, etc. C'est pour ça qu'on voit 2 fois le mot français dans le sous-domaine. Ils ont fait la même chose avec l'anglais de l'Angleterre et l'allemand de l'Allemagne. Donc, on voit au niveau de Facebook qu'ils ont dissocié tout ça par pays. Et pour chaque pays, même s'il y a la même langue, ils ont développé quelque chose au niveau national. Donc, encore une fois, on est face à une structure complexe, mais qui a fait quelque chose d'assez incroyable d'un point de vue technique et qui a su mettre une infrastructure par pays pour gérer ce qui se passe dans chacun des pays concernés. Bon, on sait aussi que cette entreprise-là doit s'adapter aux lois locales à chaque fois. Il peut y avoir des problèmes sociaux différents au niveau des réseaux sociaux pour chacun des pays, etc., etc. Donc, bien évidemment, on est face à une structure qui est très, très importante. Voilà. Et dans le cas de la troisième configuration aussi qui est possible, d'utilisation de répertoire, on va utiliser Apple, bien qu'il est plus facile ici de trouver des exemples. Apple a choisi un petit peu le chemin facile, c'est-à-dire que le sous-domaine, le nom de domaine et l'extension de domaine est le même, c'est-à-dire c'est www.apple.com, mais ils vont ensuite mettre leur site en français dans un répertoire FR, leur site en allemand dans un répertoire DE et leur site en anglais dans un répertoire UK, voilà, pour l'Angleterre. Pardon. Donc, on voit ici la troisième configuration qui est celle utilisée par Apple et qui est une des plus simples à déployer et une des plus économiques aussi à déployer. Donc, on va y revenir dessus, mais c'est important pour moi de vous montrer ces trois possibilités-là. Donc, pour les résumer, on le retrouve ici. Soit on fait un site par nom de domaine et extension de domaine, soit on crée un site par sous-domaine, soit on crée un site par répertoire quand on développe un site international. Donc, on peut revoir ici, encore une fois, les différences. Ici, on a créé un site en 5 langues et pour chacune des langues, on a mis une extension de pays différente. Donc, en fait, il y a des avantages et des inconvénients. Vous les voyez listés en dessous. On envoie des signaux très forts à Google concernant notre offre par pays. Donc, ça va être dans les éléments positifs. Ça va être puissant au niveau de la recherche locale des utilisateurs. On va aussi gagner en confiance. Si un utilisateur argentin va sur notre site .com.ar, normalement, c'est l'extension correcte pour l'Argentine, il sera en confiance aussi parce que tout est perçu comme à disposition d'un point de vue national, donc c'est plaisant. Voilà, on va avoir par contre des points négatifs. Parmi les points négatifs, on a le PageRank qui va être différent par pays. C'est-à-dire que comme ces structures-là sont très dissociées, chaque site est sur un nom de domaine différent, chaque site va avoir une popularité différente et on va avoir du mal à faire en sorte qu'un site qui marche très bien dans un pays puisse aider les autres sites à grimper dans les résultats. Donc, ça fait partie des points négatifs de ce choix-là. Ça peut être aussi cher à acheter et cher à maintenir parce que chaque nom de domaine avec son extension va vous coûter 18 $, 18 € par an. Il vous faut avoir une offre hosting qui tient la route. Il va falloir connecter tout ça au niveau des fichiers sur votre hosting, sur votre serveur.
Donc, ça peut représenter un certain coût. Et voilà, pour chaque pays, on peut avoir des règles spécifiques à appliquer. Par exemple, le point .fr, il est facile à acheter et déployer. Le point, .com, .ar, par contre, il faut aller sur des serveurs en Argentine, acheter ce nom de domaine-là via les autorités argentines. Donc, ça peut être un peu plus compliqué à déployer. Si on utilise les sous-domaines, ben, ça ressemble plutôt à ça. Les sous-domaines, c'est quelque chose, c'est une configuration que je déteste parce que je me suis retrouvé plusieurs fois à sortir des ONG ou des entreprises de cette configuration qui ne leur apportaient que des problèmes. Donc, ça peut être facile à gérer, mais c'est parce qu'en fait, on n'utilise qu'un seul nom de domaine, hein, site.com, et à l'intérieur, on construit des répertoires, mais on a besoin que d'un nom de domaine, et après, on configure tout au niveau du serveur. Donc, on peut penser que c'est une bonne idée, mais encore une fois, ça peut se retourner contre vous. Puisque en fait, chaque sous-domaine par Google est considéré comme un site complètement différent et à part. Donc, moi, j'ai connu des structures qui étaient complètement visibles sur certaines langues et absolument invisibles sur les autres langues. Donc, c'est vraiment problématique. Il n'y a pas du tout de transfert d'autorité entre les différents sous-domaines du site. Donc, encore une fois, si vous avez le site en français qui marche très bien, il ne va pas pouvoir aider le site en espagnol ou le site argentin avec des liens qui va transférer de l'autorité. Et donc, ça peut être aussi problématique et chaque version est isolée. Donc, on voit que dans les points négatifs, il y a ça. C'est pas aussi efficace d'utiliser les sous-domaines que l'extension du nom de domaine qui va amener une géolocalisation forte. Donc, c'est pas la même chose d'avoir FR en début qu'en fin du nom de domaine. Et voilà, je crois que ça amène énormément de confusion au niveau des moteurs de recherche. Même si les moteurs de recherche disent qu'ils n'ont pas de problème à gérer ça, ben nous, on se rend compte, Expert SEO, que dans les faits, il y a des problèmes. Parce que beaucoup de sites n'arrivent pas à ranker à cause de ce genre de configuration. Voilà. Les répertoires, alors les répertoires, c'est dans 95% des cas la solution que je recommande parce qu'elle est facile à déployer, elle est facile à utiliser. Donc un répertoire par pays ou par langue peut être vraiment la solution à déployer. Ça veut dire qu'en fait on travaille que sur un seul site, un seul nom de domaine. Donc tous vos efforts vont converger et vous allez avoir tous ces sites-là qui sont considérés comme un seul et unique site et qui va devenir puissant en fait sur les moteurs de recherche et sur Google. Donc il y a des effets bénéfiques qui sont nombreux. C'est ça qui est très très plaisant. C'est facile à maintenir, c'est facile à déployer. Après, on peut décider aussi au niveau technique si on veut un seul WordPress ou plusieurs WordPress, si on utilise cette plateforme-là, ou si on veut des installations isolées pour pouvoir gérer les problèmes de sécurité, d'actualisation ou autre. Les configurations sont possibles et multiples, donc ça, c'est souple, voilà, comme utilisation. Les points négatifs, bien évidemment, il y en a aussi. On ne peut pas partir sur un point .fr si on a l'intention d'utiliser les répertoires parce qu'on va avoir des conflits, bien évidemment. Il faut rester sur une extension générique, un .com, .net, .org pour ensuite pouvoir travailler les répertoires par langue. Et voilà. On a quelques points négatifs, mais qui ne sont pas si importants en comparaison aux autres. Et ici, vous avez un petit résumé de qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon en fonction des configurations. Donc, pour ce tableau, je dois remercier deux personnes qui sont Lil Ray, qui est une experte SEO à New York, qui avait fait cette présentation-là que je me suis empressé de reprendre tellement c'était intéressant à analyser. Et également l'entreprise OnCrawl aux USA qui a fait un travail remarquable qui m'a permis aussi de pouvoir vulgariser un peu plus facilement tous ces termes techniques pour vous les rendre accessibles aujourd'hui. Donc, dans ce tableau-là, on a une représentation visuelle des différentes configurations et on voit quels sont les points positifs, les points négatifs en fonction de ce qu'on choisit. Et vous comprendrez pourquoi j'ai une préférence pour les répertoires. Il y a quand même un peu plus de positifs que de négatifs. Donc, dans la majorité des cas, c'est ce qui est le plus intéressant à déployer. Voilà. Et la dernière configuration, je vais en parler très brièvement, juste pour que vous sachiez que ça existe, mais c'est de loin une des plus problématiques, donc j'éviterai de la conseiller en réunion professionnelle ou autre, parce que c'est vraiment quelque chose qui peut être compliqué à déployer. C'est la fameuse balise hreflang.
Donc, c'est un tout petit… en fait, c'est un petit code qu'on peut mettre au niveau des pages directement de notre site. Et c'est un petit code HTML donc, qui est invisible, sauf pour le moteur de recherche. Et on va dire au moteur de recherche, OK, il y a cette page-là qui parle de mon service. Elle est en français. Donc, pour les utilisateurs qui utilisent le français, il va falloir montrer cette page-là. Pour les utilisateurs qui veulent en anglais, il va falloir montrer cette page-là, etc., etc. En fait, dans le code de la page, on donne les indications au moteur de recherche pour savoir quel est le lien qu'il doit montrer. Donc, c'est ce qu'on appelle un balisage. Et on va le mettre à l'intérieur du code de la page. Bien évidemment, vous imaginez, si on a un site de 1000 pages, il faut mettre 1000 fois ce code dans 1000 pages. Donc, c'est un calvaire à déployer. Si jamais vous avez une erreur dans une de ces configurations, pour la retrouver, vous avez envie de vous arracher les cheveux. Donc, c'est vraiment pas quelque chose que je vais recommander en accompagnement. Voilà, ça ressemble en gros à ça. Je vous montre rapidement un exemple. Vous voyez, ça c'est le genre de code qu'il faut insérer sur la page et également au niveau du sitemap du site. Donc ici, on dit que par exemple pour ma page exemple.com, si l'utilisateur utilise son ordinateur ou son téléphone en anglais et son navigateur en anglais, ben c'est cette page-là qu'il va falloir ouvrir. S'il utilise par contre l'allemand ou le français, ce sont ces pages-là qu'il va falloir ouvrir. Bon, vous imaginez ce code-là démultiplié 1000 fois, si vous avez 1000 pages à l'intérieur de votre site, c'est compliqué. Et je vais terminer là-dessus. Donc, je suis plutôt content parce que je crois que j'ai tenu le timing. Ça a duré 50 minutes, ce webinaire. Donc, ça nous laisse un petit peu de temps. Je vais pouvoir répondre aux questions. Je vais redonner la main à Megan pour lire les questions que vous voulez mettre dans le chat. Je vais pouvoir y répondre. Et je voulais aussi vous faire un rappel, c'est qu'on a parlé aujourd'hui que d'un seul élément du SEO, qui est le choix du nom de domaine et la configuration des langues pour le déploiement d'un site web international. Le SEO, ce n'est pas que ça. Il faut réfléchir à beaucoup de choses techniques. Donc, ça fait l'objet d'autres conférences que vous pouvez aussi retrouver sur notre site internet, que l'on fait en webinaire régulièrement. Donc, dans ces autres conférences, on va analyser beaucoup plus en détail de comment créer une stratégie de A à Z, donc ça fait l'office d'une conférence à part entière, mais il y en a une autre aussi qui parle de comment gérer les aspects techniques qui sont très importants, le choix du hosting, la rapidité des pages, voilà les éléments qui peuvent nous mettre des bâtons dans les roues au moment de nos apparitions dans Google. Il faut bien évidemment faciliter notre contenu à l'accès. Les moteurs de recherche vont vouloir scanner notre contenu, donc il va falloir faciliter ce scannage pour obtenir les meilleurs résultats possibles et non pas leur mettre des bâtons dans les roues parce que ça va nous porter préjudice en termes de visibilité. Donc, tous ces sujets-là sont traités aussi dans le cadre d'autres conférences que je vous encourage vivement à aller voir sur notre chaîne YouTube, directement dans la boîte à outils de notre site Internet.